Bonjour, bienvenue à tous. On va animer cette deuxième table ronde sur le thème de l'IA et de l'agilité. Je suis Margot Franck, je suis business analyst chez OnePoint depuis 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai animé la table ronde qui va parler du lien entre l'IA et l'agilité, comment ces deux concepts se nourrissent mutuellement. Mais on va aussi voir quels sont les risques et les défis qui sont associés à ces deux notions et à la collaboration entre ces deux notions. Pour parler de ces sujets, je serai accompagnée aujourd'hui des 5 personnes qui sont présentes ici, en commençant avec Elisa Amar, qui est experte solution chez Atlassian et qui accompagne ses clients dans l'implémentation des solutions pour optimiser le lien entre la stratégie de l'entreprise et l'exécution opérationnelle. Sébastien Daniel, qui est coach agile chez le groupe BPCE et qui est aussi en lead sur les questions d'utilisation de l'IA au quotidien et sur l'IA augmentée. Stéphane Delbecq, qui a 27 ans d'expérience à la fois en Chief Product Officer, conseil, startup et product, et qui vient récemment d'acquérir le nouveau titre de Chief Product and AI Officer chez Nomadia Group. Xavier Galizowski, qui est notre leader et expert IA interne chez OnePoint. Et enfin, Guillaume Jouffre, qui est le fondateur et le CEO de Gringo, qui est la plateforme de vacances éco-responsables, la première plateforme de vacances éco-responsables en France. Bienvenue à tous les 5. Avant de commencer cette table ronde, on voulait collectivement définir quelques notions et quelques principes de base pour partir sur des bonnes bases déjà, notamment sur ce qu'on entend par IA et agent IA, notamment en précisant qu'on va plus se focaliser sur les IA génératives et moins sur ce qu'on appelle les IA traditionnelles qui, pour nous, n'ont pas impacté autant les organisations comme ça a pu être le cas avec les IA génératives. Et sur les agents IA, on a défini à peu près 3 grandes notions d'agents IA, en fonction de leur niveau d'autonomie, avec les IA, on va dire premier niveau, pré-promptés, type ChatGPT, les IA un peu plus poussées qui vont être plus autonomes, et les troisièmes IA dont j'oublie le... Hein, oui, les agents doués d'autonomie, tiens. Effectivement, juste pour se parler d'agents, quand on entend parler d'agents, on entend tout et n'importe quoi. Et si on se repose une définition, un agent, c'est une IA qui est douée d'un certain niveau d'autonomie pour résoudre des tâches pour l'utilisateur. S'il n'y a pas d'autonomie, c'est pas un agent. On reviendra sur les complexités qu'il y a d'implémentation éventuellement tout à l'heure. Et on va recentrer le débat sur l'agilité, donc je te laisse le micro. Merci. Alors, on va commencer cette table ronde. On a 3 grandes questions aujourd'hui auxquelles on va essayer de répondre, en commençant par dans quelle mesure l'IA impacte l'agilité. Et pour commencer cette table ronde, on voulait prendre le temps de passer du temps sur des questions qui sont un peu plus concrètes, pas tout de suite aller dans la théorie. Et pour commencer, Guillaume, je voulais voir avec toi quels sont les exemples aujourd'hui d'implémentation de l'IA Gen chez Gringo. Merci Margot et bonjour à toutes et tous. Alors l'IA, nous on l'utilise de plein de manières chez Gringo sur à peu près tous les sujets, sur toutes les dimensions de l'entreprise. Donc quand on est une start-up, naturellement il faut être agile et l'IA va être vraiment un accélérateur sur pas mal de choses. Et nous on a vraiment vu un avant et un après de ChatGPT, pour faire référence à ce que tu disais tout à l'heure. Concrètement, nous on utilise l'IA sur le volet opérationnel, donc sur tout ce qui va être typiquement le scoring des photos. On a 17 000 hébergements en ligne sur Gringo. C'est plus de 20 images par hébergement. Donc on gère tout de suite des centaines de milliers d'images. Et c'est un facteur de conversion important pour que les utilisateurs comprennent bien dans quel logement ils vont aller, que les photos soient de bonne qualité, que ça donne envie, etc. Donc on l'utilise sur ce cas d'usage-là typiquement. On va aussi l'utiliser sur la rapidité de notre service client, donc pré-générer des réponses sur des cas qui se représentent tout le temps pour que les opérateurs du service client se concentrent bien sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire la relation avec nos clients. On va aussi avoir de la production de contenu inspirationnel assisté par l'IA, c'est-à-dire que nos rédactrices blog, par exemple, vont pouvoir se concentrer sur la qualité du fond des contenus plutôt que sur certains aspects de forme qui peuvent très bien se sous-traiter par l'IA. Attention, l'IA ne remplace pas l'humain, bien sûr. Il faut toujours avoir
un filtre humain parce que voilà, sinon la valeur ne sera pas au rendez-vous. Donc ça, c'est sur l'aspect opérationnel. On l'utilise bien sûr sur la rapidité du code, hein, typiquement, voilà, avec GitHub Copilot notamment. Et ensuite, on va l'utiliser sur des choses plus générales, notamment sur le volet RH. Hein, donc moi, j'étais dans le conseil avant, hein, donc voilà, j'avais l'habitude des performance review, etc. Bon, quand on est une startup, on se réfugie pas vers un template de performance review. Et c'est quelque chose avec l'aide d'un chat GPT qui peut se faire en vraiment quelques minutes quand on a un petit peu déjà des idées en tête. Là où on n'a pas besoin forcément de se mettre des heures et des heures de jus de cerveau forcément pour le faire. Ça, c'est un exemple. On peut aussi l'imaginer pour le crunching de données stratégiques. Hein. Nous, on gère des montagnes de data. Et le défi, dans notre cas, c'est vraiment de l'utiliser pour optimiser nos opérations et notre business. Et c'est pas toujours évident de noyer dans la masse d'informations, de se retrouver. Et donc, on va utiliser l'IA typiquement pour cruncher les données qu'on n'arriverait pas à cruncher sinon. Ça va être des requêtes SQL, ça va être des visualisations qu'on n'aurait pas fait sinon. Donc voilà, donc on l'utilise vraiment sur toute une diversité de cas d'usage sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan du management. Merci pour ces exemples. Si on prend un petit peu la distance et on voit de manière un peu plus large, donc là on a des très bons exemples déjà de comment l'IAGEN a intégré des équipes agiles chez Gringo. De manière plus large, on a vu en préparant cette table ronde un peu différents grands cas d'usage de l'utilisation des IAGEN dans les équipes agiles. Et notamment, on a évoqué tout ce qui est automatisation et comment l'automatisation de certaines tâches redondantes, répétitives, peut favoriser la collaboration des équipes qui sont un des fondements de l'agilité. Comment est-ce que chez Gringo, vous vivez cette partie-là? Alors, voilà, quand on prend une startup, on est toujours sur le fil du rasoir, hein, c'est-à-dire qu'on a peu de temps, il faut faire le plus avec le moins possible, hein, il faut toujours... les investissements anticipent les coûts, hein, donc il faut toujours vraiment optimiser notre next best action sur ce qu'on va faire. Hein. Et je dirais que l'IA voilà, est déjà un premier accélérateur en amont de travailler sur les choses les plus importantes. Hein. Je parlais tout à l'heure de crunching de données. Cruncher certaines données où on aurait peut-être eu des difficultés à le faire sans l'aide d'un chat GPT par exemple, va nous éviter de faire des erreurs de choix dans ce qui va arriver dans le pipe produit et tech. Par exemple. Ça va aussi nous aider après en production. Hein. Je parlais tout à l'heure de GitHub Copilot, hein, et donc ça va aussi nous aider plus en aval sur les choses, c'est-à-dire du code qu'on aurait pu avant mettre 2 jours à coder, peut-être qu'avec l'IA, on va pouvoir le coder en 1 jour, et ça accélère vraiment tout. Après, il faut, comme je le disais tout à l'heure, hein, toujours un filtre humain, hein, parce qu'on a aussi vu l'IA nous faire de magnifiques fausses analyses avec des fausses conclusions qui auraient pu nous faire beaucoup d'erreurs, donc il faut rester... il faut rester attentif quand même, et toujours un humain qui vient orienter, guider et checker ce que fait l'IA. Absolument. Elisa, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je peux rajouter quelque chose sur l'aspect du fait d'automatiser des tâches qui peuvent être répétitives. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les équipes sont en surcapacité, donc elles sont souvent sous l'eau, les gens rentrent chez eux, sont un peu épuisés. Et donc, quand on va donner l'opportunité aux équipes de déléguer des tâches qui sont répétitives pour faire des choses plus créatives, pour avoir plus le temps de faire leur travail, tout simplement en prenant le temps pour la réflexion, etc. Pas seulement la créativité, mais aussi son travail propre de manière correcte. Ça va complètement libérer les gens, et donc ça va être un grand changement, ça va être important. Stéphane, Sébastien. Et peut-être que je peux donner un exemple concret. Oui. J'aime bien couper la parole à Stéphane. Pour donner un exemple de comment on peut automatiser ces tâches. Donc, par exemple, avoir un agent qui va aider à analyser tout ce qui s'est passé dans les sprints précédents et venir recommander des user stories, on va dire, proposer un nombre de points pour certaines user stories, ou proposer une priorisation, proposer des idées de backlog, par exemple, à partir d'une page Confluence ou d'un transcript de call suite à un stand-up. Et donc, l'humain, encore une fois, va être encore aux commandes. Il va pouvoir valider ou non, et ça va faire gagner du temps. Oui, pour tirer ce fil-là, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire que la fonction de Scrum Master peut être pas mal accélérée, voire boostée par justement une IA générative. Il y a une des dimensions de ce rôle-là qui va être de faire le suivi du Scrum. Et donc, on peut tout à fait imaginer avoir un assistant, d'avoir un agent plus ou moins autonome du coup, qui va permettre d'aller rechercher les KPIs de suivi, les métriques, pour voir comment le Scrum avance. C'est quand même une tâche qui n'est pas très, très intéressante en soi. Et si on peut l'automatiser et la déléguer à une IA, c'est quand même très pratique. Alors, il y a également, on fait le bénéfice de l'IA dans une équipe agile.
pouvoir libérer du temps au sein de l'équipe pour être focus sur des activités et des tâches à forte valeur ajoutée. Donc, on va pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Je prends un exemple, capter du feedback utilisateur. On peut voir que ça peut être des tâches assez fastidieuses. Il peut y avoir énormément de contenu. Faire l'analyse, structurer, organiser, prioriser, segmenter les réponses. Ben ça, c'est des tâches que vous allez pouvoir confier complètement à l'IA pour vous concentrer précisément sur leur analyse. Et là, c'est des sujets à forte valeur ajoutée. Également, on va le voir dans l'automatisation et puis également par rapport aux valeurs de l'agilité, il y a l'aspect aussi collaboration. Passer plus de temps avec son client ou en tout cas pouvoir favoriser l'échange, bah l'IA va vous permettre de lui confier des tâches qui vont permettre de mieux se comprendre, mieux structurer, mieux formater un certain nombre de contenus. Et ça, c'est une grande valeur pour l'équipe agile. On gagne de l'attention et on la concentre sur la collaboration des équipes. C'est un peu donc cet aspect automatisation qui favorise la collaboration, c'est un peu ce à quoi on va tous penser, j'ai envie de dire naturellement, hein, quand on parle d'introduction d'outils IA dans des équipes agiles. Maintenant, il y a d'autres aspects et notamment, on avait beaucoup discuté en préparant cette table ronde de l'aspect de l'autonomie dans la prise de décision des équipes aujourd'hui qui est permise par l'IA et du coup cette prise d'autonomie qui est vraiment accélérée par l'introduction des outils d'IAGEN. Sébastien, est-ce que tu avais aussi cette expérience chez BPCE? Alors, tu peux l'autonomie? Oui, la prise d'autonomie dans la prise de décision par les équipes grâce aux outils d'IAGEN. Alors, sur le fait d'avoir un certain nombre de règles qui peuvent être déjà intégrées et pouvoir, en l'occurrence, faciliter, se reposer sur un certain nombre de règles d'entreprise, hein, et notamment qui vont être, l'IA va être guidante par rapport à ça, hein, dans la priorisation, par rapport au choix d'un certain nombre de sujets. Donc ça, les équipes vont pouvoir effectivement confier cette tâche à l'IA. Elisa? Et moi, je rajouterais pour l'autonomie dans la prise de décision. Aujourd'hui, on voit dans les organisations qu'il y a énormément de silos. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est encapsulée dans le département sécurité, qui est entre les mains d'experts dans tel ou tel département, dans tel ou tel pays, qui est dans du langage codé, dans un outil dont le code qu'on ne comprend pas. Et l'IA va permettre de rendre aux équipes et aux individus cette information digeste. Donc, voilà, langage codé en langage naturel, langage d'expert en langage qu'on comprend. Et donc, ça va leur donner la capacité de prendre plus de décisions. Et selon moi, c'est les entreprises qui vont mettre en place de l'IA de manière holistique à travers toute l'organisation pour connecter tous ces points et rassembler l'information. Et qui, en plus de ça, dont les leaders vont donner la capacité aux équipes et aux individus de prendre des décisions et qui vont déléguer cette capacité-là. C'est ces organisations qui seront les grands leaders de demain parce qu'ils pourront capturer des opportunités plus vite. Et juste pour donner une statistique, on a un Team Report 2024 et je crois que la stat, c'était 20 jours en moyenne pour prendre une décision. Donc si on arrive à déléguer cette prise de décision-là aux équipes, on peut capturer les opportunités plus rapidement et être devant la compétition. Oui, je voulais rajouter par rapport à la prise de décision dans la notion d'utiliser l'IA, c'est l'IA générative est un super moyen pour structurer et organiser la prise de décision. Je pense que c'est quelque chose on sous-estime l'IA générative. La plupart du temps, quand on la consomme, on pose une question, je ne sais pas si vous le faites avec ChatGPT, on pose une question et on attend une réponse presque unitaire. Hein. On n'exploite pas du tout le principe de l'arbre de pensée. Or, si vous posez une question à ChatGPT et que vous lui dites « mais propose-moi 3 solutions par rapport à ma problématique ». Donc déjà, en fait, vous voyez, on a une approche un peu agile. Je vais étendre le champ des possibles, voire peut-être je provoque le fait de
je vais avoir une proposition que je n'avais pas prévue. Donc l'agilité dans le prompt engineering directement. Donc l'agilité dans le prompt engineering. Ensuite, derrière, comme on est sur des IA génératives où on peut être en mode conversationnel, sur la base de ces 3 scénarios qui ont été évoqués, je vais challenger les scénarios et je vais faire, exemple, fais-moi une étude comparative des 3 solutions que tu m'as proposées. Donc là, je suis à l'étape 2 de l'utilisation de l'IA générative dans mon arbre de pensée, dans mon raisonnement. D'accord ? Et la 3e, une fois que j'ai rajouté des critères d'aide à la décision, enfin de prise de décision, conseille-moi finalement la meilleure solution. Donc ce principe-là, si vous faites un SWOT, si vous faites une analyse, par exemple, de problèmes, vous brainstormez sur des choses, en fait, vous voyez que l'IA est un magnifique vecteur pour mettre en place de l'aide au raisonnement. Et au sein d'une équipe, c'est ça que j'entends par je facilite la prise de décision parce que je sais que ma décision que je vais prendre de manière autonome en utilisant l'IA, elle sera pertinente. Et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. Effectivement. Et la prise de décision, en tout cas la longueur parfois que ça peut représenter, tu évoquais le délai des 20 jours, ça fait partie un peu de ces pain points qu'on peut rencontrer quand on est au sein d'une équipe agile, hein, ça ne roule pas toujours tout seul. On évoquait aussi ensemble d'autres pain points, des cas d'usage qu'on trouvait intéressant de développer, notamment quand il s'agit de la fameuse documentation, en tout cas documentation de qualité, et la montée en compétences des nouveaux arrivants qui est souvent liée du coup à la présence ou non de documentation. Xavier, toi, quels sont les cas d'usage aujourd'hui que tu as pu voir éventuellement soit sur des missions ou ailleurs sur cette partie, dans quoi l'IA générative participe à améliorer tout ça? Alors, Elisa, tu mentionnais tout à l'heure, pour prendre une bonne décision, c'est vrai qu'il faut avoir quand même de la bonne donnée à la base pour prendre une décision éclairée. Et effectivement, l'IA générative a une capacité fantastique à nous aider à structurer le savoir. Et notamment quand on est dans le monde du produit, on peut, et ça c'est un cas d'usage qu'on voit pas mal en entreprise, utiliser l'IA pour aller documenter du code, par exemple. Nous permettre d'avoir une lecture humaine facilitée parce que l'IA nous l'a expliqué. On a par exemple chez OnePoint déployé une IA qui s'appelle Archimind. Vous lui donnez le code de votre application, tel quel, brut, et il ressort de ça des documents d'architecture. Ce qui prendrait des semaines à un architecte pour le créer, on arrive à le faire maintenant en quelques heures, parce qu'il y a quand même un retravail humain. C'est ce que tu disais tout à l'heure, on a quand même besoin d'avoir un humain qui a un œil critique derrière, mais on gagne un temps de dingue. Et ça, avoir une documentation qui est à jour, c'est quelque chose qui était quasiment pas fait. Enfin, on va se le dire, ça emmerde tout le monde, et donc personne ne le fait. Et donc là, on a un cas d'usage où... C'est un terme technique. Oui, exactement. Pardon, pour comprendre. Et donc là, on a un cas d'usage qui est très clair, où l'IA ne fait pas ce que font des humains, mais va être là en complémentarité et va permettre à terme de prendre de meilleures décisions parce qu'on aura mieux structuré notre donnée. Et puis je vous donne un autre exemple parce que ça va aussi un petit peu dans ce trend-là, mais on a aussi un outil chez OnePoint qui s'appelle OneMigration pour être un peu meilleur en anglais, et qui nous aide à migrer du code d'un langage dans un autre. Et donc toutes les boîtes qui ont de la dette technique parce que ils maintiennent des solutions avec un langage qu'ils ne maîtrisent pas, aujourd'hui on peut aussi utiliser l'IA, pas uniquement pour documenter, mais là vraiment pour nous aider, pour nous accélérer, pour faire ce genre de transition. Donc on a des cas d'usage qui sont très concrets sur toute la partie documentation, et là je parle d'une documentation technique, c'est valable aussi pour écrire des features, etc. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, et tu disais tout à l'heure que je venais de prendre un poste, et c'est exactement le problème que je rencontre. C'est-à-dire que dans la société que j'ai rejoint il y a peu de temps, il y a des dizaines de produits différents, avec certains produits qui ont été développés il y a plus de 20 ans. Oui, c'est possible. Et donc, on a 2 problèmes majeurs. Premier problème, c'est qu'il y a des personnes qui ont codé et qui sont parties depuis très longtemps, ou on a des personnes qui ont codé et qui connaissent tellement bien le produit qu'il y a 0 documentation. Donc, comment on fait ? Bon, forcément, une de mes premières tâches... Fais appel à nous. Ou à moi. Et donc, une de mes premières tâches, ça va être justement de déterminer comment on va faire pour responsabiliser les personnes pour écrire de la documentation à partir de maintenant, mais surtout de faire de la rétro-documentation. Et donc, typiquement, dans mon équipe, j'ai 2 personnes en charge de la doc. Qu'est-ce qu'elles vont faire d'après vous ? On va chercher un agent, on va chercher à bien prompter, on va chercher à s'outiller pour pouvoir, à partir du code existant, écrire de la documentation. Et du coup, retirer les 2 pain points que j'ai évoqués tout à l'heure afin de se projeter dans le futur. Du coup, maintenant, tu connais les bons outils.
chez OnePointway. Sébastien, par rapport à la documentation, on évoquait surtout le lien aussi avec les difficultés parfois qu'on a pour la montée en compétences des personnes qui arrivent dans l'équipe. Oui, au sein de BPCE ici, il y a un enjeu, c'est en termes de documentation produit, 2000 applications, il y a 400 squads, équipes qui produisent et développent des applications. Donc pour un junior ou n'importe qui arrive même en termes de prestations, s'approprier le patrimoine applicatif, documentaire, les normes, les méthodes, on est dans un environnement réglementé, régulé. Donc tout ce patrimoine documentaire mis à disposition au travers de l'IA générative, c'est un vrai accélérateur. Donc je pense que c'est un des premiers on va dire bénéfices de l'IA générative dans une entreprise, c'est la montée en compétences, faciliter presque en totale autonomie, hein, parce que demander à ChatGPT ou en tout cas l'IA générative que vous utilisez, fais-moi un QCM, fais-moi un e-learning sur la base de la documentation qui est en ligne pour m'aider, ou voire entraîne-moi. Vous allez être surpris des réponses. Hein. Il va vous faire votre onboarding tout seul, quoi. Voilà. Ouais. On voit là qu'on a beaucoup de macro cas d'usage où on a déjà tous pu constater les apports de l'IA générative dans les équipes agiles. Maintenant, on ne va pas pouvoir tout voir aujourd'hui parce que c'est un peu un sujet sans fin. Par contre, il y a un des sujets qui était très intéressant quand on en discutait, c'était la dynamique entre le rôle aujourd'hui de coach agile et ces outils d'IA générative. Elisa, est-ce que toi, tu as une vision particulière sur cette dynamique entre ce rôle et ces outils ? Oui, comme tu disais, donc l'apprentissage en continu, c'est important d'avoir accès à de la documentation, etc. Et le fait d'avoir de l'IA, chez nous, chez Atlassian, j'ai des collègues, et peut-être qu'il y en a qui l'ont fait chez vous, qui ont créé des agents super coach agile, ils l'appellent. Et donc, ça va être un agent qui, dans l'organisation, va poser des questions comme est-ce que vous avez des équipes d'équipes ? Est-ce que vous planifiez de manière cross-fonctionnelle ? Est-ce que vous alignez vos portefeuilles avec ce qui se fait dans les équipes ? Et à partir de ça, ça va donner une évaluation, une première évaluation pour dire, d'accord, donc vous vous inscrivez plutôt vers safe, vous êtes plutôt hybride, cette documentation peut vous être utile, ou tel aspect de ce que vous faites a évolué, donc tenir les équipes informées. Et dans l'autre sens, c'est un agent qui va répondre à des questions comme qu'est-ce que c'est qu'une rétro, qu'est-ce que c'est qu'un sprint, et donner du contexte sur l'organisation. Donc ces outils-là, ça va être aussi des outils qui vont être très utiles aux coachs agiles eux-mêmes, pour switcher de je réponds juste à des questions et je passe beaucoup de temps à faire cet apprentissage à des tâches qui vraiment vont nécessiter des capacités humaines, mobiliser les gens, animer des sessions, en faire des moments d'apprentissage collectif. Donc voilà, je pense que c'est une interaction intéressante qui va faire évoluer ces rôles-là. Juste peut-être pour rajouter quelque chose là-dessus, je crois que il faut quand même aussi rassurer ceux qui sont coachs ici et se dire que oui, c'est une aide. C'est sûrement une très belle aide aussi pour toutes les équipes qui n'ont pas de coach agile, parce que ça reste quand même mieux que rien. Au moins, on a une forme de guide qui peut un peu nous aider. Après, ce que l'IA n'a pas, c'est que d'abord, elle n'a pas accès à toute la donnée qu'on ne lui donne pas. C'est-à-dire que tous les échanges là qu'on a eu tout à l'heure pendant la pause, l'IA, elle n'y a pas accès. Au mieux, elle a accès aux réunions Teams qu'on a enregistrées et à un peu de documentation. Mais toute la partie informelle, et puis la table ronde d'avant, vous parliez un petit peu de body language, etc. C'est pareil. L'IA, tant qu'elle n'est pas parmi nous, tant qu'elle n'est même pas incarnée dans des formes de robots, ça c'est le futur, mais tant qu'elle n'a pas accès à toute cette information-là, qui est du non-dit, qui est du non-verbal, qui est du off, elle n'est pas capable d'accompagner une équipe, à mon avis, de manière pertinente. Et il y a deux autres enjeux derrière ça. Il y a l'enjeu de la mémoire. Quand je dis quelque chose à une IA, qu'est-ce qu'elle retient de mon dernier échange avec lui. Et aujourd'hui, on a très peu d'outils qui gardent en mémoire les échanges précédents. Donc, c'est compliqué d'orienter une équipe en tant que coach quand on n'a pas l'historique qu'il y a derrière. Et il y a un troisième truc qui lui manque, c'est l'intention. Aujourd'hui, l'IA n'a aucune intention particulière. Elle est là, on lui pose une question, elle nous répond. On peut lui faire jouer un rôle, mais elle ne va pas par elle-même venir vers nous en disant « Là, j'ai l'impression qu'il y a un problème, je peux peut-être vous aider ». Donc, à mon avis, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu'on puisse imaginer des coachs agiles IA un peu déployés à l'échelle. Et ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on voit bien qu'il y a une séparation entre les connaissances et les compétences. C'est-à-dire que sur le domaine des connaissances, l'IA pourra aider
à équiper un coach agile sur le domaine des compétences pour partie, mais tout ce qui fait la dimension humaine, comme tu l'as très bien dit, ça n'est pas là. Donc, il reste de la place, heureusement. Et je pense que c'est quelque chose on est assez tous d'accord, c'est que c'est quelque chose qu'on a tous dit, l'humain reste aux commandes. Donc, le coach agile agent va être là pour augmenter le vrai coach agile en fin de compte. C'est quelque chose qu'on était plus ou moins tous d'accord là-dessus. Ouais, il y avait un beau consensus. C'est vrai. Ça me va bien, le coach augmenté. Mon chef est là. Donc... Est-ce que le salaire va avec l'augmentation? On en parlera encore dans la troisième partie. C'est quels sont nos garde-fous. Mais avant d'arriver à ça, on a aussi la relation inverse aujourd'hui. Donc, on a bien compris, l'IA augmente les équipes agiles, leur donne de la vélocité, de la pertinence. Maintenant, l'agilité par rapport à la création d'outils IA, comment cette dynamique aussi est vraie dans le sens inverse? Xavier, toi, comment tu vois comment ça se matérialise ce lien plutôt de l'IA cette fois, de l'agilité vers l'IA? Alors d'abord, historiquement, quand ChatGPT est sorti, la plupart des boîtes n'avaient absolument pas prévu ce qui allait arriver, et donc par nature, ils ont fonctionné en mode agile. Peu de ressources, obligés d'être en mode itératif. Donc là, l'agilité était une nécessité pour pouvoir avancer sur ces sujets. Il y a toujours ces enjeux de budget aujourd'hui, hein, donc on essaie toujours de faire avec peu de ressources un maximum de choses. On est aussi dans une période qu'on peut qualifier d'hyper-vélocité de la technologie. On a des modèles qui sortent à peu près tous les jours. Je caricature à peine, en fait. Et donc, on ne peut pas imaginer en fait, fonctionner en mode projet sur le long terme. Ce n'est pas possible. Il faut nécessairement avoir cette agilité avec une démarche d'itération rapide et avec une vision aussi où on est flexible, c'est-à-dire une capacité à se dire demain je change le modèle sous-jacent parce que les nouvelles capacités qui me sont offertes sont tellement plus impressionnantes avec ce nouveau modèle que je ne peux pas les reproduire avec le modèle d'avant. Donc je crois qu'aujourd'hui l'agilité est nécessaire de ce point de vue-là si on veut intégrer de l'IA dans l'entreprise. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui les boîtes les plus performantes, tous leurs produits sont en mode itératif. Enfin, quand on prend les features, on a des features aussi qui sortent tous les jours sur tous les produits aujourd'hui qui sont en lead sur le marché. Et je crois que ça donne aussi, ça remet aussi la notion d'agilité au centre en se disant on a besoin d'avoir cette approche-là si on veut être compétitif. C'est inimaginable de se dire on fait un produit qui sort dans 3 ans. Le go-to-market sera complètement décalé. Moi, j'ai même l'impression que ça rend l'agilité obligatoire. C'est-à-dire que, pour toutes les bonnes raisons que tu as citées et que je devais normalement donner, mais du coup, je suis hyper d'accord avec ça, c'est qu'on peut même aller encore plus vite pour tester des hypothèses. C'est-à-dire que grâce à ces modèles, grâce à ces outils, on peut formuler des hypothèses et en vérifier la véracité ou non très rapidement. Donc le principe agile d'itération rapide, de constatation des résultats pour prendre des décisions et pour améliorer, il est démultiplié dans ce cadre-là. Vous avez peut-être vu très récemment OpenAI parler de Deep Research. Est-ce que, levez la main ceux qui ont vu OpenAI Deep Research? Ok, donc 95% de la salle n'a pas regardé. Je vous conseille ce soir de prendre juste 20 minutes pour regarder OpenAI Deep Research. Qu'est-ce que c'est? C'est un agent assez autonome à qui vous confiez des missions très 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 profondes et plutôt que de vous donner une réponse en quelques secondes, il va prendre plusieurs minutes pour réfléchir, pour aller consulter les sources, pour les concerter les unes avec les autres, pour analyser et pour vous sortir une réponse. Ça, si vous êtes quelqu'un dans une équipe en mode discovery, vous avez une hypothèse, en fait, vous pouvez avec ce genre d'outil, en 15 minutes maximum, tester le marché, les potentialités, les retours et donc la nécessité ou pas de développer. Franchement, allez regarder. Sébastien, Lisa, sur l'approche itérative, effectivement. Oui, comme on l'a dit, on est dans un phénomène d'accélération permanente. Derrière, c'est comment concrètement décliner les usages. Parce que là, on a une accélération technologique avec des nouveaux modèles qui arrivent. Mais ça prend tout le monde de court. D'ailleurs, tout le monde n'a pas forcément vu la dernière... Allez voir. Allez voir. Ça pose une vraie question dans l'entreprise. Comment convertir cette innovation technologique en nouveaux usages et bien l'accompagner.
Et donc là, l'agilité, pour le coup, dans ses principes et ses boucles d'itération, s'appliquent parfaitement. Et moi, je vous invite à faire, enfin en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire chez nous, de créer des communautés de pratique. On a à l'échelle de BPCESI 400 squads, donc pratiquement autant de product owners, autant de scrum masters, etc. etc. Forcément, on se dit c'est eux qui vont créer les assistants de demain. Donc, créer des communautés de pratique, itérer, tester, challenger, pour avoir derrière, à l'issue, des assistants qui seront à la fois créés par les utilisateurs, enfin les équipes, pour eux-mêmes, hein, qui s'approprient complètement l'outil qu'ils sont en train de réaliser. Voilà. Et moi là-dessus, je vais ajouter un exemple concret de comment on itère sur nos solutions chez Atlassian, sur nos solutions d'IA. Donc par exemple, on a Rovo qu'on a créé qui se nourrit. Donc c'est un agent d'IA qui se nourrit de toutes les outils de la plateforme Atlassian, donc Jira, Confluence, mais aussi les add-ons, du Slack, etc. Et quand j'interagis avec cet agent-là, il va chercher l'information partout. Et en bas, il y a une petite case que je laisse cocher volontairement qui dit « Nous enregistrons cette conversation pour l'amélioration en continu ». Donc en fait, en fonction de l'interaction, il va modifier son comportement pour me donner une réponse qui me plaît de plus en plus. Très bien. Et il y a un aspect, donc là on l'a vu hein, des deux côtés finalement, l'IA vers l'agilité vers l'IA, il y a une accélération dans tous les sens. Par contre, si on revient vers aussi un des principes fondamentaux qu'on recherche aussi dans les équipes product et en agilité en général, c'est la recherche de valeur. Aujourd'hui, comment vous voyez comment l'agilité va contribuer justement à garder la valeur ajoutée au centre des débats dans les équipes agiles? L'IA, comment l'IA va... Oui, comment l'IA va participer? Alors, l'agilité, si on parle des usages hein, et donc de l'IA, l'agilité facilite la priorisation des initiatives au regard de la valeur. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va déjà s'intéresser sur des valeurs ajoutées très mesurables. On a parlé d'automatisation, gain de temps ou autre. Alors ça, c'est je dirais presque l'exercice qui est le plus facile à faire, hein, puisqu'on va prendre une procédure, des standards à produire, etc. Et puis sur des chaînes relativement industrielles, on sera capable de regarder. Par contre, ce qui est plus difficile à évaluer et pour lequel les pratiques agiles aident, c'est d'aller chercher d'autres bénéfices, de voir en l'occurrence en quoi on va améliorer des choses auxquelles on ne pense pas, la qualité de vie au travail, comment réduire la charge mentale. Hein, moi, j'ai discuté avec 2-3 personnes. On parle de burn-out pour certaines équipiers dans des équipes ils sont hackés par trop d'informations, etc. etc. Et justement, c'est une opportunité, en mon sens, de déléguer certaines tâches pour se relibérer, se libérer de cette charge mentale au quotidien. Voilà. Et puis, très certainement pour rendre le travail plus satisfaisant aussi. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas forcément que des impacts ou des effets directs. Hein. Il y a aussi des effets indirects. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à présenter. Je pense notamment à nos patrons. Quand on va expliquer il faut que tu investisses dans l'IA et ils te disent c'est quoi le bénéfice. À part le ROI, il y a un enjeu aussi là, et l'agilité et ces pratiques, aller chercher d'autres bénéfices que ceux qui sont simplement mesurables. Voilà. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, alors sur le fait que l'IA puisse potentiellement nous aider à nous décharger de notre fardeau mental, j'y crois pas vraiment. Parce que ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'on va plutôt prendre beaucoup plus de projets et qu'à mon avis, on aura plus facilement accès à l'info. Mais je doute, en tout cas dans un premier temps, je l'espère, hein, mais je doute qu'on arrive à se décharger de ce sujet-là. Et juste pour revenir sur le sujet du ROI, moi j'essaie de mettre un tout petit peu en garde mes clients en disant oui, regardez le ROI des projets, c'est important, mais il y a autre chose qu'il faut voir aussi, c'est
comment je pourrais imaginer complètement réinventer mon process en mettant de l'IA dedans. Parce que sinon, vous allez passer à côté de la vraie révolution en foutant juste un pansement sur une jambe de bois. Typiquement, je bosse beaucoup dans le domaine des médias et notamment dans l'industrie du ciné. Imaginez juste qu'on va faire de la traduction avec de l'IA, c'est un pansement sur une jambe de bois. Par contre, se dire comment je réinvente complètement la création d'un film, ça c'est intéressant. Et c'est pas parce que c'est pas possible de bout en bout aujourd'hui que ça ne l'est pas dans 1 an ou dans 2 ans. Donc il faut aussi se projeter en ayant en tête la vitesse d'évolution de la technologie, parce qu'on n'est pas du tout dans un univers qui est statique. Donc oui, il faut mesurer, mais à mon avis, il faut aussi avoir des équipes qui se posent vraiment en se disant comment on se réinvente de A à Z. Oui, encore une fois, d'expérience, là, sur mes 10 jours de prise de poste, sur les sujets IA, ils avaient prévu 4 projets sur l'année 2025. 4. Donc je leur ai dit, on va faire 10 fois plus. Ils étaient un peu inquiets au début, et après je leur ai expliqué qu'il y avait différents types de projets, différents types d'initiatives. Donc je te rejoins pour dire que là où on pouvait prendre le temps, là où on faisait les choses bien, avec l'accélération, avec la capacité de faire plus en moins de temps et mieux, en fait, on peut lancer beaucoup plus d'initiatives et voir celles qui fonctionnent bien. Donc, libérer du temps par sujet, oui, peut-être, mais par contre, plus de sujets. En tout cas, chez nous. Très bien. Merci pour le retour d'expérience. Il y avait un dernier point aussi qu'on voulait évoquer justement sur cette question centrale entre comment l'agilité sert l'IA générative. Il y a aussi l'aspect autour duquel l'IA demande une collaboration entre des équipes très variées aujourd'hui, et on se voit mal créer une IA, faire fonctionner une IA sans réussir à mettre toutes ces personnes avec des backgrounds très différents autour de la table. Sébastien, est-ce que toi, dans les projets agiles, à BPCE ou en général, c'est quelque chose que l'agile, c'est ton expérience en tout cas, que l'agile permet de mieux faire? Alors, il n'y a pas encore beaucoup de retours d'expérience. Par contre, une chose sur les premières initiatives, et notamment sur le côté business, la mise à disposition d'IA pour accompagner les conseillers commerciaux, hein, voilà, on le voit, la rencontre entre des experts de l'IA, de la data, avec des gens du métier, du monde bancaire, voilà, c'est tout nouveau, il y a tout à apprendre, il y a tout à... Voilà. Donc là, l'agilité est dans ses pratiques et ses principes est une nécessité, hein, pour aligner tout le monde, mettre ensemble toutes les compétences, et on parle d'équipes pluridisciplinaires, hein, favoriser l'UX qui parle avec le PO, qui parle avec le data scientist, etc. Je dirais que c'est une nécessité absolue. Enfin, on ne peut pas engager un projet avec de l'IA juste qu'avec des experts de l'IA, ça serait catastrophique. Donc il faut favoriser ça. Donc on est dans un cadre d'application des principes agiles à 100%. Il y a à peu près 1 an, j'étais ici à l'invitation de Sabrina pour parler du product management et de l'agilité. Et là, je parle du coup d'IA et d'agilité, c'est rigolo, puisque je suis en charge du produit et de l'IA, donc c'est rigolo. Et en gros, ce que je disais il y a 1 an, c'est qu'en fait, on avait dévoyé l'agilité en ne considérant plus que, quand je dis on, c'est les entreprises en général, en ne considérant plus que la capacité plus rapide de faire du delivery. Et qu'on avait oublié toute la dimension d'état d'esprit, de collaboration, de communication, qui faisait que, en fait, les vrais projets agiles étaient ceux qui transformaient aussi l'humain, qui transformaient l'entreprise par l'humain. 1 an plus tard, donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les outils qu'on a maintenant à disposition nous obligent à remettre l'humain au cœur. Et que de ce point de vue-là, c'est presque une façon, c'est presque une 2e chance, une 3e, une 10e, vous comptez comme vous voulez, chance de remettre la vraie définition de ce que doit être l'agilité en entreprise, c'est-à-dire un état d'esprit collaboratif, de communication, où tous les éléments qui ne peuvent pas être gérés, automatisés, délégués à une machine seraient plus importants. Donc je pense que c'est une vraie chance, d'autant plus que, et tu l'as dit, autour de la table, et c'est encore plus vrai dans mon équipe, on a des produits, des designers, des data scientists, data engineers. On ne parlait pas, moi je ne parlais pas aux data engineers avant. Je n'en parlais pas, je n'avais pas besoin. Par contre, dès la conception, et encore ce matin, on faisait un point
avec le Head of Data et mon AI Product Manager pour déterminer ce qu'on allait mettre dans la roadmap. Donc ça nous oblige à travailler encore plus près les uns des autres, parce qu'il y a des nouveaux profils plus techniques que ce qu'on avait l'occasion de voir jusqu'à présent. Très bien. Peut-être juste pour rajouter un tout petit truc là-dessus, enfin, tu mentionnais le fait tu parlais des data engineers, et effectivement, je veux juste insister sur quelque chose qui est, il n'y a pas d'IA performante en entreprise si vous n'avez pas de données et de gouvernance de la donnée. Donc, il y a un enjeu majeur pour toutes les entreprises aujourd'hui qui est comment je mets en place une gouvernance de ma donnée. On l'a généralement fait avec la donnée structurée avant, et les data engineers avant travaillaient la donnée structurée. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on va travailler aussi avec la donnée non structurée. Tous vos fichiers texte sont de la donnée non structurée, mais pour autant, si je n'ai pas indiqué avant quel est le niveau de criticité de mon document, si je n'ai pas indiqué à qui il est ouvert dans l'entreprise, je ne peux pas aller plugger une IA parce que sinon, n'importe qui, le stagiaire, va pouvoir prompter le modèle et avoir accès aux documents de toute l'entreprise. Donc il y a quand même un enjeu majeur là, qui est de se dire, si on veut accélérer avec l'IA générative, il faut absolument que vous ayez tous une gouvernance de la donnée solide et qui soit mise en place. Gros sujet avec la DSI. Gros sujet avec la sécurité et mon sujet de la semaine. Bon courage. Bonne chance. On va finir cette table ronde avec une dernière question. On voulait finir ce débat en fait en évoquant aussi les risques et les défis que représente l'intégration des outils d'intelligence artificielle dans les équipes agiles. Avant d'entrer dans tous ces défis, les mises en garde qu'on pourrait pouvoir faire, etc. On veut vraiment rappeler la notion de complémentarité qu'on va voir, mais peut-être l'illustrer avec des exemples un peu plus précis. Si Elisa, tu peux nous en dire un peu plus. Oui, bien sûr. Donc cette troisième partie, c'était complémentarité ou dépendance. Moi, je ne parlerai pas forcément de dépendance parce que les équipes agiles existent depuis des années, elles font un travail fantastique. Par contre, complémentarité, oui. On peut presque ne plus s'imaginer un futur où il n'y aura pas de l'AI intégré dans chaque partie de la production d'un produit au delivery. Donc, pour donner un exemple concret, chez Atlassian, il y a déjà des agents créés. Donc, par exemple, un product manager va passer beaucoup de temps à chercher de l'insight. Bon, il y a un insight agent qui existe. Un ingénieur test par la suite, il y a un clean-up test agent. Une fois qu'on a mis en production et que le marketing veut faire la promotion, il y a un agent qui va aider à faire des posts LinkedIn pertinents ou un agent qui va analyser les personas sur le marché pour mieux comprendre qui cibler. Et ensuite, post-prod, l'IT, le support, il y a des agents qui vont les aider. Donc, par exemple, faire des sommaires de centaines de commentaires pour résumer, pour rapidement pouvoir être opérationnel. Donc, on peut s'imaginer que ce sera vraiment présent à chaque étape comme un coéquipier dans tout le cycle de vie du produit. Alors, sur le sujet de complémentarité dépendant, je dirais que pour ne pas être dépendant, il faut que les équipes soient relativement autonomes dans l'utilisation de l'IA. Et donc, du coup, ça devienne moi, je parle d'assistants, donc des assistants qui sont en complémentarité. Je pense que c'est vraiment important d'acculturer l'ensemble des membres de l'équipe, voilà, qu'ils en comprennent l'intérêt, le bénéfice, qu'il en ait un usage approprié, mais que c'est eux qui se créent leurs usages. On pose souvent la question, est-ce que on va, exemple, faire un prompt qu'on va mettre à disposition de tout le monde et tout le monde va l'appliquer, on va dire bêtement. Non, je pense que c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Il faut accompagner les équipes à être autonomes dans leurs usages, faire en sorte qu'ils le voient comme un outil complémentaire à leurs compétences. Ça va augmenter leurs compétences. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ils soient maîtres de la réalisation de ces assistants. J'entends effectivement dans les solutions éditeurs, on va avoir des agents ou des assistants. Il faut que ce soit les équipes qui puissent eux-mêmes se les réaliser, ces assistants. Voilà. Et quels sont en tant que coach et par rapport à ton expérience à BPCE, quels sont les risques, si on prend un peu de recul en général, auxquels il faut être attentif? Les risques, c'est l'hyper individualisation de l'usage, c'est-à-dire un seul membre de l'équipe qui a que tout le travail de tout le monde, et parce qu'il utilise seul dans son coin l'IA. Justement, effectivement,
On facilite la réalisation d'un certain nombre de tâches. Ça devient de plus en plus facile de designer un écran et derrière, vas-y, génère-moi le code qui va avec. Il est tout seul dans son coin pour le faire. Voilà. Donc il ne faut surtout pas tomber dans ce travers-là. C'est là où je disais, automatiser dans un sens, c'est bien, mais du coup, pour libérer du temps, pour que l'équipe se rencontre, travaille ensemble, partage, il faut le voir dans cette optique-là. Donc là, on voit qu'il y a des risques d'hyper-individualisation, d'hyper-délégation aux IA, etc. Alors, il y a aussi d'autres risques sur des mauvais usages, sur l'utilisation de l'IA pour faire des tâches qu'on pourrait faire de manière très basique par requêtage. Des fois, il y a des use cases, on se dit, mais pourquoi tu es passé par de l'IA gène alors qu'on peut faire une requête SQL sur une base? C'est de ne pas penser que ça va remplacer tous les outils ou ce qu'on a déjà à notre disposition. Et du coup, on voit bien qu'on doit être vigilant et on doit s'assurer aussi que dans les équipes agiles avec lesquelles on travaille et on voit l'implémentation de ces outils, on mette en place un certain nombre de précautions, de garde-fous qui nous permettent d'éviter de maîtriser justement ces risques. Est-ce que, Elisa, toi, tu vois certains éléments qui nous permettent aujourd'hui justement de maîtriser certains de ces risques? Alors, maîtriser les risques ou même lever les obstacles, je dirais plutôt l'éducation et la formation en continu. Je pense que quand l'IA est générative est sortie, on a tous été surpris par l'adoption en 2023 de ChatGPT, tout le monde s'y est mis. Mais encore aujourd'hui, beaucoup, quand je discute avec les gens et que je leur demande comment vous l'utilisez, devant le prompt, ils redemandent est-ce que tu peux me raconter une blague à l'IA. Donc c'est encore utilisé pas de manière à apporter la valeur espérée. Et il y a encore du chemin à faire pour qu'on l'utilise de manière plus stratégique et qu'on amène vraiment à l'organisation la valeur que ça peut... le potentiel que ça peut débloquer. Donc c'est pour ça que l'éducation continue, la formation et le fait que les entreprises encouragent la curiosité, le fait de tester et d'échanger, de créer des communautés là-dessus, c'est important. Et un autre obstacle que cette éducation peut lever, c'est l'aspect réfractaire que peuvent avoir des gens à prendre le tournant de l'IA parce qu'ils ont peur que ça remplace leur job, que ça remplace leurs compétences. Et donc cette éducation et cette formation va leur permettre de se servir de l'IA comme un coéquipier qui va les augmenter, qui va les aider et donc qui va rendre leur travail plus intéressant mais pas les remplacer. Et juste en petit complément de ce que tu dis, nous on forme beaucoup de clients sur l'IA. Le nombre de clients qu'on est allé voir et la première fois qu'on leur demande « Vous avez utilisé GPT ?» Ouais. Vous en avez pensé quoi? C'était moyen. En règle générale, c'est parce que leurs questions étaient juste mal structurées, mal pensées. Et on voit que dès qu'on les accompagne dans ce mécanisme de formation, il y a deux choses intéressantes qui arrivent. C'est d'abord, ils se rendent compte de la puissance de l'IA et que si on pose de bonnes questions, on peut avoir de bonnes réponses. Et ça les aide aussi à autre chose, c'est à imaginer les cas d'usage de demain. Parce que si aujourd'hui on voit ces outils comme des outils limités, on n'est pas capable d'imaginer ce que ça va pouvoir faire demain. Donc moi, c'est absolument fondamental de s'emparer de ces outils-là et de former au maximum nos équipes. Et bon, certaines entreprises passent par des mécanismes de formation de champions qui ensuite redescendent dans leurs équipes. On est devant une révolution là. Et je pense qu'il faut former tout le monde et pas juste quelques personnes, au risque, comme tu le disais, d'avoir une forme d'individualisation avec seulement quelques personnes qui le maîtrisent. Guillaume, chez Gringo, est-ce que tu nous as partagé du coup les cas d'usage que vous pouvez mettre en place au niveau de l'utilisation des IA génératives dans tes équipes? Est-ce qu'il y a aussi du coup ces fameux garde-fous, ces précautions ou même les formations qu'on a pu évoquer justement pour accompagner tes équipes et s'assurer qu'elles sachent à quoi elles peuvent s'attendre avec ces outils-là? Oui, donc il y a un certain nombre de garde-fous à mettre en place. Nous, ce qui nous a frappé, c'est que ChatGPT est sorti depuis quelques semaines. On avait déjà des stagiaires, des alternants qui utilisaient intensivement. Et ça, c'était assez hallucinant à voir. Ils nous ont pas attendu pour le virage. Ils l'ont pris tout de suite. Et on a vu quand même se créer une dépendance assez vite. Il peut y avoir un certain appauvrissement, on va dire, des compétences parce que l'IA est quand même très confortable pour un certain nombre de choses. Et puis... quand on doit le faire sans l'IA, des fois, c'est pas évident. Je pense qu'il faut vraiment être très rigoureux sur vérifier un petit peu ce que fait l'IA. Là, je pense à tout ce qui va être data analysis, etc.
voilà, faut être très vigilant et garder cette compétence. C'est ça qu'il faut vraiment maîtriser, parce que c'est un risque à peut-être plus moyen terme, qui va peut-être pas se matérialiser tout de suite, mais qui est là, clairement. Et après, voilà, je pense que le dernier, pour moi, risque assez fondamental, c'est de ne pas se concentrer sur le cœur de la valeur. Nous, on le voit beaucoup sur une plateforme digitale comme la nôtre. Le cœur de la valeur reste quand même sur la data, sur l'expérience utilisateur. Donc, je dirais qu'il faut quand même pas oublier les fondamentaux. C'est très bien d'avoir une IA, mais si vos hébergeurs, par exemple, remplissent pas d'infos, qu'on sait pas comment elle est sur place, qu'il n'y a pas de description, qu'il y a des photos pourries, vous pouvez avoir l'IA que vous voulez. Bon, voilà, on ne transforme pas une citrouille en carrosse, donc il faut quand même garder en tête les fondamentaux qui débloquent la valeur de l'IA et pas se tromper de bataille non plus. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. On n'a plus beaucoup de temps, mais Stéphane, je vais te laisser la lourde tâche de conclure en un temps record, si tu veux bien. Bien sûr, en 30 secondes, c'est ça? Exactement. Bien sûr. Alors, le sujet est super vaste. On a balayé quelques-uns des sujets. C'est pour ça que parfois c'était relativement haut et puis on a essayé de descendre avec des cas concrets. La thématique, c'était quand même dans quelle mesure l'agilité et l'IA sont compatibles. On est tous autour de la table persuadés que c'est plus que compatible, ça vit avec. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai même le sentiment à titre personnel que la Gen AI, donc l'IA générative, c'est la renaissance en quelque sorte des principes agiles qu'on va pouvoir appliquer en entreprise en mode collaboratif plus. Si on dit que l'individu est augmenté par des outils, par des assistants, par des agents, par tout ce qu'on veut au niveau technique, ça reste des individus. Donc il faut que ces individus arrivent à travailler et pour le coup, on a des modèles qui existent et Scrum, c'est très bien, Kanban, c'est très bien, les principes agiles sont très bien pour ça. Merci beaucoup Stéphane. 40 secondes. Ah non, mais tu as été parfait et je vais essayer de ne pas gâcher ça du coup. Tu perds du temps. Avant de passer à la session de questions-réponses, comme la première table ronde, on voulait aussi rappeler un petit peu les points importants qu'on a discutés aujourd'hui et qu'on voudrait aussi marteler avant de vous laisser partir. Notamment, donc vraiment, les points à retenir pour nous aujourd'hui, c'est que l'humain doit rester au centre de la réflexion. On a notamment par rapport à l'humain ce rôle de supervision qui est absolument essentiel et qui va donner l'intention aux tâches réalisées par les IA. Sans ça, l'IA, c'est un peu une boîte vide qui va donner des résultats quand même pas très intéressants. Et surtout, quand on veut mettre en place une IA générative dans les équipes agiles, il ne s'agit pas uniquement de prendre en compte les bénéfices financiers, le ROI dont on a discuté, mais bien l'ensemble des bénéfices que tu as pu expliquer, notamment Sébastien, avec l'accompagnement des équipes, le bien-être au travail. Ils peuvent être multiples et il faut quand même être capable de les prendre en compte quand on se pose la question de l'implémentation d'une IA. En retour, par rapport au point qu'il faut absolument éviter, c'est, on l'a dit, éviter de vouloir laisser passer le train de l'IA gène par peur d'heurter l'humain. Ça a pris une autre couleur, mais pourquoi pas. On évoquait effectivement la délégation à outrance des tâches et l'absence de supervision. Donc c'est absolument des points pour lesquels on a évoqué les garde-fous tout à l'heure. Voilà, donc c'est un peu les 6 points qui nous tenaient à cœur de vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 5 pour votre participation qui a été très très intéressante. Il nous reste quelques minutes. Je vous propose de passer à la séquence questions-réponses si des personnes ont. Bonjour, merci pour vos partages. Je suis Moustapha Olmidi, manager de transition dans la transformation digitale et organisationnelle. Vous avez parlé de ce qu'apporte l'IA à l'agilité et ce qu'apporte l'agilité à l'IA, que ce soit par des produits augmentés IA ou par l'IA générative elle-même, mais dans un contexte de l'agilité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bon, tout le monde sait ce que c'est que l'agilité aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'IA générative en particulier va changer notre façon de considérer l'agilité dans 2-3 ans? Alors, moi je pense que oui, notamment parce qu'elle va bouleverser. Alors là, je vais plutôt parler des équipes produits, mais les équipes produits vont nécessairement évoluer. Quand on voit, par exemple, et tu mentionnais tout à l'heure que l'IA est très forte aujourd'hui pour générer du code, on va avoir des mouvements qui vont s'opérer au sein des équipes. Tu mentionnais tout à l'heure l'IA comme un copilote, et donc effectivement, je pense que l'IA en tant que telle va intégrer, entre guillemets, quasiment en tant que personne, ces équipes-là. Je ne crois pas que ça va bouleverser les fondamentaux de l'agilité, mais je pense que ça va peut-être changer la manière dont elles sont appliquées au sein des équipes.
Je donnais la semaine dernière un talk sur une conférence sur le product management et les product managers à l'ère de l'IA. Et il y a un schéma qui me semble super intéressant, c'est que jusqu'à présent, en fait, on essayait de développer l'expertise en se disant, je vais avoir un domaine de compétences à 100%. Je suis un expert. Et grâce à l'IA, notamment la GenAI, en fait, peut-être qu'on peut développer 150 niveaux, mais on n'est pas à 100%, on est à 80%. Donc on risque de devenir des généralistes IA, et donc ça change un peu les frontières des rôles des rôles, des responsabilités et même des métiers au sein des équipes agiles. En ce sens-là, ça peut changer un peu les choses. Moi, je pense qu'il va changer aussi, c'est qu'on a depuis toujours les idéaux de l'agile. Après, sur le terrain, il y a la réalité. Des fois, on voit que c'est difficile. Au niveau des équipes, des fois, ça va à peu près, mais quand on veut monter un peu plus haut, planifier, gérer les dépendances entre plusieurs équipes, ça devient plus compliqué. Et je pense que l'IA va venir répondre aux promesses de l'agile en donnant plus d'autonomie aux personnes, enfin tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui va évoluer aussi principalement. Alors, je partage, on ne va pas changer les fondamentaux, à moins qu'on rajoute une ligne au manifeste, je ne sais pas. Mais donc ça se confirme, et au contraire, ça va encore plus s'appliquer et s'imposer, hein, ces principes-là. Par contre, ce sont plutôt ceux qui accompagnent et qui facilitent l'agilité, les coachs, les scrums, etc. C'est une nouvelle composante qu'il va falloir prendre en compte. Et je pense que c'est les premiers acteurs de la transformation IA. Ce sont les agilistes, c'est eux qui vont accompagner. Donc je pense que c'est eux qui doivent mettre ça dans leur bagage, être les premiers à prompter et accompagner la transformation plutôt que de la subir. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Alors moi, c'est éthique, Je vous en prie. cybersécurité et consommation énergétique. Oui. Et en fait, éthique, moi, je suis pas spécialiste, mais je suis connectée avec la fondation Blaise Pascal. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Car moi, oui. Voilà. Alors ça, je veux bien répondre, c'est un vrai sujet, et comme tous ces sujets-là, donc je vais parler notamment d'empreinte carbone, hein, je dirais que ça se mesure. Alors aujourd'hui, le premier challenge, c'est un challenge d'opacité, hein, des acteurs du secteur, et on voit que c'est encore naissant, hein, et on a des tendances américaines politiques qui veulent plutôt déréguler que l'inverse, hein, donc il faut être attentif à tout ça, mais quand on mesure, hein, donc dans un secteur comme celui de Gringo, ce que l'on voit, nous, c'est qu'on va utiliser l'IA au final pour promouvoir des voyages à faible impact carbone. Hein, et aujourd'hui, vous prenez un Paris-New York, c'est 2 tonnes de CO2. Hein, donc c'est 1 an de quota carbone si on devait limiter le réchauffement climatique à quelques degrés. Là où une requête d'IA va être d'un ordre de grandeur de quelques grammes de CO2. Nous, on n'utilise pas l'IA à chaque requête, bien sûr. Hein, ça va être plus utilisé pour construire des actifs. Donc ça va être utilisé une fois et on va dire qu'on va l'amortir un petit peu ensuite. Et quand on prend le cas de Gringo, hein, aujourd'hui, nous, on a des séjours qui ont 6 fois moins d'impact carbone que la moyenne des séjours des Français. Hein, donc ça veut dire qu'on fait économiser quelque part des centaines de milliers de kilos de CO2 grâce aux services que l'on propose. Donc tout ça se mesure, c'est-à-dire qu'il faut aller... il y a des cas d'usage où il y aura un amortissement de l'impact environnemental de l'IA et des cas où il n'y en aura pas. Donc il faut aussi savoir proportionner les usages. Et nous, on est les premiers à freiner dans l'équipe sur... Tiens, là, il n'y a peut-être pas besoin de l'IA pour faire ça. On parlait tout à l'heure de requêtes SQL. On peut aussi parler de recherche Google. Hein. Des fois, on voit des gens qui se réfugient maintenant sur ChatGPT, alors que, Google, hein, on sait que c'est, selon les études, 10 fois moins énergivore de faire une requête sur Google. Donc, je dirais qu'il faut aussi quand même maîtriser les usages et aussi faire beaucoup de pédagogie et d'éducation autour de ces sujets-là. Et là, c'est pour parler vraiment que du sujet environnemental et climatique notamment. Mais il y a d'autres facettes aussi de l'éthique. Mais je vais plutôt peut-être laisser la parole au reste de l'audience. Oui, en 3 phrases. 4% des recherches mondiales sont les GPTs déjà. 4%. Donc, effectivement, en termes de consommation énergétique, c'est quand même super fort. Deuxième chose, c'est que chez nous, typiquement, on a décidé de mettre l'éco-responsabilité dans les 5 valeurs de mon équipe. Ce qui veut dire que lorsqu'il s'agit de choisir des solutions, on ne va pas s'appuyer uniquement sur des modèles propriétaires black box des GAFAM, mais on peut aussi regarder des solutions qu'on va héberger nous-mêmes, de l'open source, des solutions souveraines, etc. Donc du point de vue de la sécurité des données, de l'éthique, etc., il y a des choix qui sont possibles aujourd'hui. Juste au risque de peut-être choquer certains, moi je pense que c'est trop tôt pour se poser ces questions et qu'il faut qu'on accélère. Oui. Il faut très très vite qu'on déploie ces IA dans nos entreprises. Évidemment en faisant attention à ne pas faire n'importe quoi avec et avoir une vision éthique, mais si on ne se dépêche pas, dans 5 ans,
on n'aura plus le choix. Parce que ce seront les États-Unis et la Chine qui auront déployé leurs IA dans leurs produits et on en sera dépendant. Donc, bien sûr qu'il faut prendre en compte ces considérations, mais il ne faut surtout pas se dire on n'avance pas et on fait des comités éthiques pendant des heures. Il faut accélérer. Et j'en choque peut-être certains, mais c'est ma conviction profonde. Quitte à le faire en 2 temps, c'est-à-dire d'abord s'appuyer sur les modèles propriétaires américains pour tester, pour prototyper, et ensuite investir sur des solutions plus locales. Merci beaucoup. On a peut-être le temps pour une dernière question, monsieur. Merci. Donc, je suis coach agile, Dédine Benchek, je suis coach agile. Ma question, elle repose essentiellement sur... je me suis posé la question sur l'agilité. En fait, on sait très bien que l'agilité, elle repose sur l'empirisme et que l'IA, elle repose aussi sur les modèles prédictifs. Et du coup, ma question, c'est comment concilier l'empirisme avec le prédictif? Est-ce que l'IA, ça pourrait être aussi un frein à l'innovation? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, il y a 2 types d'IA. Il y a l'IA solide, et puis il y a la Gen AI. Et la Gen AI est probabiliste. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on aura en réponse. Donc, on est beaucoup plus sur de l'empirique en utilisant notre Gen AI que si on, enfin, l'IA générative, pardon, que si on utilisait des modèles prédictifs. Il n'y a rien de prédictif dans la Gen AI. Donc, il faut bien séparer les deux. Donc, si on parle d'IA solide, computer vision, NLP, etc., là, oui, on peut déterminer ce qui va se passer. Mais c'est une autre question. Bonjour, je voudrais savoir que vaut la technologie du no-code que l'on associe souvent avec l'IA. Alors, est-ce que c'est quelque chose de valable? C'est comme si on pouvait s'affranchir de faire du code et qu'avec le no-code, ce serait merveilleux. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est sérieux? Disons que c'est un facilitateur. En fait, l'avantage d'avoir aujourd'hui du no-code, c'est que, on se le dit, l'IA générative, aujourd'hui, on y accède tous en langage naturel. Et donc, le commun des mortels s'est emparé de cette technologie. Si on veut commencer à automatiser un peu cette techno, il y a 2 options. C'est soit je sais coder, mais le commun des mortels ne sait pas coder. Soit justement, je vais aller utiliser des outils qui me permettent au moins de répondre en partie à mon besoin. Et donc, le low-code ou le no-code là-dessus, c'est une vraie aide à mon sens, au moins pour des cas d'usage de base. Et puis après, on va aller chercher un peu plus de technicité et des gens qui savent faire ça de manière professionnelle. Mais ça répondra à beaucoup de cas d'usage à mon sens. Merci. Une dernière question, madame, si vous voulez. Si, je vous en prie. Alors, merci. Donc, je suis Sophie Berthou, je suis Scrum Master et j'ai une question un peu opérationnelle qui est au niveau des failles de sécurité. Est-ce que vous avez mis en place des garde-fous, notamment à l'utilisation de ChatGPT quand les développeurs codent? Oui, c'est une excellente question. Alors, sur les développeurs, généralement, on va être plutôt sur des outils type GitHub. Donc, bien sûr, il y a une utilisation de ChatGPT, mais dans la sphère tech, on va dire qu'il va être plutôt au niveau des data analysts, par exemple. Bon, tout le monde va utiliser. Après, il faut quand même faire confiance. Je dirais que, alors bien sûr, vous n'allez pas mettre toute votre code base sur ChatGPT. Ça va être utilisé que pour des cas relativement ciblés. On a une utilisation qui est quand même encore relativement modérée. Donc, en termes de propriété intellectuelle, l'exposition d'un ChatGPT à votre propriété intellectuelle au sens large, elle est quand même encore relativement faible. Bien sûr, après, quand on a des cas plus immersifs, là, il y a des vrais sujets à se poser en termes de gouvernance et aussi avec quels partenaires on travaille. Mais ça, je pense que c'est un sujet qui est au-delà de l'intelligence artificielle. C'est le choix de ses partenaires et de ses prestataires techniques. Et je dirais que l'IA, comme d'autres pans de ce qui expose votre propriété intellectuelle, doit être passé à la moulinette de cette due diligence. Pour ajouter un exemple chez nous, dès le début, on a très rapidement mis à disposition de toute l'organisation un ChatGPT fort. À l'époque, c'était un peu plus avancé. Et donc, en fait, quand on cliquait ChatGPT, on était redirigé vers la plateforme Atlassian qui disait attention, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais c'est dangereux, blablabla. Utilisez notre modèle plus safe. Donc, c'était contrôlé parce que personne n'aime attendre 5 secondes qu'on puisse accéder au ChatGPT normal. Donc, on allait tous sur le chat plus contrôlé. Parfait. Merci beaucoup et merci à tous pour vos questions et votre attention. Merci. Merci.
Si vous souhaitez réagir à chaud à la table ronde, vous pouvez utiliser le QR code qui est derrière moi pour nous donner votre avis sur voilà, cette table ronde, comment ça s'est passé, si elle était intéressante. Et puis, je vous propose, comme tout à l'heure, de faire une pause. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la dernière table ronde autour de l'agilité et de l'efficacité opérationnelle. Merci beaucoup.